Alors, bonjour à tous, on va commencer cette petite interview de Pierre Pével, auteur ici présent, auteur de Les Lames du Cardinal et de la saga Au Royaume. Donc aujourd'hui il va répondre à quelques petites questions, je vais commencer tout de suite. Donc si on compare Au Royaume à d'autres de vos romans, on voit qu'on s'est un peu éloigné de la fantasy historique pour se concentrer sur de la fantasy pure et dure. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? Au Royaume, c'est un projet que je nourrissais depuis longtemps, mais je ne me sentais pas, jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, les épaules de le réaliser. C'est un projet assez ambitieux qui prétend raconter l'histoire d'un monde à travers la dessinée de plusieurs personnages. Et donc je ne me sentais pas encore à l'époque capable de m'y engager. Comme j'avais d'autres idées, d'autres projets, j'ai préféré me consacrer à ceux-ci, qui étaient en effet souvent de la fantaisie historique. Et puis un beau jour, je me suis jeté à l'eau pour écrire Au Royaume. Oui, ambitieux parce qu'il n'y a pas encore un nombre de tomes défini. Vous allez continuer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme ou jusqu'à ce que le lecteur se lasse ou que moi-même je m'ennuie. Bon, pour l'instant, j'ai encore vraiment beaucoup d'histoires à raconter dans cet univers. Je vais m'y consacrer tout en menant 2 ou 3 autres projets en parallèle. D'accord, alors on va tout de suite parler d'un personnage qu'on rencontre dès le début qui est Lorne. Au tout début, on le voit avec une assez grande confiance en lui, on le reconnaît tout de suite sous cette forme assez forte. Et quelques chapitres après, 3 ans après en fait, on le retrouve complètement changé, beaucoup plus fragile et il a perdu, on va dire, un peu cette confiance. Pourquoi avoir décidé de tout de suite présenter un personnage assez charismatique pour ensuite le montrer sous un autre angle ? Je me suis dit que si je commençais par le montrer dans quel état il est à la sortie de prison, j'aurais pu expliquer en tant que narrateur qu'avant il était fort, sûr de lui, assuré que tout lui réussissait. Le contraste c'est moins grand que si je le montrais vraiment en situation d'être héroïque. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé par le montrer tel qu'il était avant pour que l'on se rende bien compte de ce qu'il avait perdu et en quoi les 3 ans passés dans la citadelle de Dalroth l'avaient changé. Oui, alors on retrouve donc ce personnage Lorne qui est plutôt bien entouré de Alan et d'Enzio, 2 très proches de ses amis. Il a un petit côté anti-héros, on est loin du cliché du héros solitaire. Bon, oui, il est torturé, mais comment avez-vous construit ce personnage qui est quand même assez complexe parce qu'il a un passé, comme vous le mentionnez, dans cette prison. Il a cette marque de l'obscur, je vais revenir après sur cette force. Comment l'avez-vous construit ? Il est très complexe. Alors en fait, déjà j'avais envie dans Au Royaume, dans toute la série, de montrer des personnalités crédibles, réelles. Certes, le monde est imaginaire, mais je voulais que l'humain, lui, soit le plus exact, le plus crédible possible. Donc, à commencer bien sûr par le héros, par Lorne. Lorne, en fait, c'est un chevalier qui avait à peu près tout pour lui, tout lui réussissait, il avait les faveurs de son roi, il allait faire un beau mariage d'amour, il réussissait autant sur les champs de bataille qu'à la cour. Et puis il est accusé de haute trahison et jeté dans une prison, et là tout son monde s'effondre. Et on en ressort 3 ans plus tard, puisque plus ou moins l'idée c'est que plus ou moins en fonction d'une certaine prophétie, il serait plus ou moins censé sauver le monde. Le fameux destin. Voilà, le destin le désigne pour jouer un rôle important. Et là, les gens que ça concerne se disent que clairement, s'il reste en prison, il ne va pas pouvoir le faire. Donc on l'en sort. Et là, tout le monde s'attend plus ou moins, et quand je dis tout le monde, j'entends même le genre de la fantasy, s'attend à ce qu'il reprenne la file de son destin. Mais là, moi, je me suis dit, s'il m'arrivait ça, je pense que je serais bien énervé en sortant, quoi, que j'aurais beaucoup de rancœur. Et donc, Lorne décide certes de faire un peu ce qu'on lui demande, à savoir de reprendre sa position de chevalier important dans le royaume, mais il décide d'utiliser les outils qu'on va mettre à sa disposition pour également appliquer, assouvir sa vengeance, découvrir qui l'a trahi, pourquoi, comment, etc. Et il me semble que c'est une réaction humaine plus normale que de dire bon d'accord, vous m'avez jeté dans une prison pendant 3 ans, j'y ai été soumis à des influences néfastes, horribles, qui m'ont changé
physiquement et psychologiquement, mais je ne vous en veux pas, je vais aller sauver le monde, ça ne me paraît pas très cohérent. Oui, donc vous teniez à ce côté assez de réaction réaliste et s'éloigner en fait du cliché du héros qui va à tout prix. Oui, en plus c'est plus agréable à mettre en scène. Loin de moi de critiquer, de jeter la pierre ou de regarder de haut Monsieur Tolkien ou d'autres, mais Aragorn, il a tout pour lui, il réussit tout. Mais je ne sais pas si c'est très très amusant de mettre en scène Aragorn. Je pense que mettre en scène un personnage tourmenté qui ne va pas forcément faire les choses bien, ou pas forcément faire les choses bien pour les bonnes raisons. Enfin bon, toute cette complexité est très très agréable à mettre en place. Et le retour que j'ai des lecteurs va dans ce sens. Oui, c'est agréable, on ne sait jamais trop ce qu'ils pensent, on ne sait jamais pourquoi, on ne sait pas si on doit, parfois si on doit l'aimer, et en fait des fois il ne faut pas l'aimer. C'est un type qui n'est pas que bien. Oui, donc il n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc je vais partir maintenant un peu sur votre univers. Disons qu'il est très complexe, mais on n'a pas de très très longues descriptions, on n'est pas submergé par de longues descriptions. Vous vouliez laisser une petite part d'imaginaire au lecteur? Non, ce qui me motive essentiellement, c'est un principe littéraire qui est, qui est une valeur, une loi d'airain, qui veut que on doit dire dans un livre que ce qui sert l'intrigue, que ce qui sert la narration. Donc quand bien même l'univers est extrêmement complexe et qu'il y a 25 royaumes dont la géopolitique est habilement développée par l'auteur, c'est pas la peine de le raconter si c'est pas important dans le roman. Donc je ne raconte de mon univers, de mon monde, que ce qui est nécessaire à l'intrigue principale. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas en effet de longue description sur quel royaume est allié à quel autre et pourquoi et comment. Je peux parler d'alliance, je peux parler de politique, mais que si ça intéresse l'histoire principale. Et il y a des tas de royaumes qui existent dans le monde, que je connais, mais qui ne sont même pas cités, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être dans cette intrigue. Oui, le rythme du livre est assez dynamique. C'est vraiment bien. Beaucoup de lecteurs ont dit qu'ils avaient de la peine à reposer le roman. Comment est-ce que vous faites pour justement trouver ce juste milieu entre description, explication et action? Il y a un peu de métier, ça finit par rentrer. Il y a un peu de métier, il y a beaucoup d'instinct, et puis il y a aussi écouter les critiques de son éditeur. Ce que je ne saurais trop conseiller quand on a un bon éditeur, ce qui est mon cas. Je travaille très étroitement avec Stéphane Marsan des éditions Brajlon et ensemble on mesure le texte. Moi parfois, pris par l'écriture ou pris par l'envie, la tête dans le guidon, je ne me rends pas compte toujours de failles qu'il peut y avoir dans la narration et Stéphane les souligne. Ensuite on n'est pas toujours d'accord. Il arrive même qu'on se dispute, mais l'essentiel, pour lui comme pour moi, c'est la qualité finale du texte, donc on finit toujours par s'entendre, et il peut pointer par exemple un passage où il dit, bah là tu devrais plutôt le raconter, là cette information c'est mieux si elle passait par le dialogue, ce genre de choses. Et c'est un travail qu'on appelle le travail éditorial, et que moi j'aime vraiment beaucoup. Certains auteurs ils sont absolument allergiques, moi je l'aime bien. D'accord, merci beaucoup. Donc si on revient un peu sur le tome 1 pour ne pas spoiler ceux qui ne l'auraient pas lu, l'intrigue va tourner autour d'une cession d'une terre, donc Ongborn, et donc forcément ça va impliquer des enjeux politiques, certaines manipulations, trahisons, et on sait que, enfin je me suis renseignée que vous ne lisez pas beaucoup de fantaisie, de peur d'être influencé, alors comment faites-vous pour ajouter votre petite touche d'originalité, ne pas tomber dans ce qui a déjà été fait, vous vous renseignez quand même? Alors, si je ne lis pas de fantasy, c'est pas par peur d'être influencé. J'en ai lu beaucoup, j'en ai lu essentiellement entre 15 et 25 ans. J'ai lu tous les classiques de l'époque. Hein. J'en lis encore un peu à l'occasion. Bon, évidemment, j'ai jeté un œil au Trône de Fer, c'est pas possible de passer à côté. J'ai beaucoup lu Pratchett. Bon, je lis donc encore deux, trois bouquins, mais c'est pas mon genre préféré. Voilà. En tant que lecteur, c'est plus mon genre préféré. Je préfère lire du polar, du roman historique, ou alors du roman de journaliste, d'histoire, de société, enfin bon. Je lis pas mal, mais plus beaucoup de fantasy. Comment ne pas être influencé par l'autre, déjà je peux pas l'être puisque j'en ai plus. Et comment être original, c'est juste un peu de chance, quoi. Bon, il y a quand même assez peu probable que j'écrive le même livre que quelqu'un, même si je ne l'ai pas lu. Donc je m'appuie là-dessus. Pour le reste, moi j'ai
j'ai fini par rendre compte qu'il y avait des thématiques qui étaient assez importantes pour moi, auxquelles je tenais beaucoup, qui se retrouvent dans pratiquement tous les bouquins. Mais voilà, je creuse mon sillon en espérant que le lecteur y trouve un intérêt. D'accord. J'aimerais ensuite passer à la thématique, enfin cette magie qui se trouve dans votre livre. Donc on va retrouver cette force qui s'appelle l'obscur, qui hante malgré lui Lorne. Quelle place accordez-vous à la magie dans la saga Au Royaume? Donc on parlait des réactions réalistes et tout ça, un certain réalisme que vous vouliez intégrer dans l'histoire. Quelle place cédez-vous à la magie? Dans Au Royaume, la magie n'est pas très importante. Il y a du surnaturel. Mais en particulier avec cette force qui est l'obscur, en fait il existe trois forces. Celle qui est essentiellement illustrée dans les deux premiers tomes, c'est l'obscur, mais dans la série dérivée on en voit une autre qui s'appelle l'ombre, et il en existe une troisième qui s'appelle l'oubli. Donc obscur, ombre, oubli, qui sont trois puissances qui sont présentes à la surface de la Terre, si je puis dire, dans le monde quotidien, depuis une guerre qui s'appelle la guerre des ténèbres, qui a eu lieu 500 ans plus tôt et qui a libéré ces forces de profondeur infernale. L'avantage de ces forces, c'est l'avantage de la fantasy, c'est pour ça que c'est un genre que j'aime bien écrire, c'est qu'on peut écrire un polar, on peut même écrire un roman de guerre où on explique, ou un western, où on explique que le héros est marqué par le destin, et il est marqué, il emporte avec lui quelque chose de sombre, d'obscur, de maléfique. C'est métaphorique. Dans la fantasy, c'est pas métaphorique. On peut le faire pour de vrai. On peut vraiment faire un héros marqué dans sa chair, ce que j'ai fait, parce que Lorne est marqué au dos de la main par un seau de pierre, et il peut être véritablement suivi par quelque chose de sombre qui l'accompagne, et quelque chose de sombre qui l'accompagne, c'est l'obscur. C'est ce que j'aime bien dans la fantasy, précisément, c'est qu'on peut pousser les métaphores, on peut pousser les thématiques jusqu'au bout en les incarnant directement grâce au surnaturel. C'est ce que j'ai fait avec l'obscur. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer à ma dernière question. Donc on sait que Les Lames du Cardinal a été adapté en jeu de rôle. Est-ce que c'est quelque chose que vous affectionnez beaucoup? Est-ce qu'on peut espérer un jeu de rôle de Royaume, par exemple? Pourquoi pas. Oui, je suis ravi que les Lames aient été adaptés en jeu de rôle. D'une part parce que ça a été mon métier pendant un moment. J'ai été auteur de jeux de rôle, j'ai gagné ma vie grâce à ça. Très mal, je vous le déconseille, mais j'ai gagné ma vie grâce au jeu de rôle pendant un moment. Et lorsque les éditions Sans Détour sont venues me voir, ils n'étaient pas les premiers à être venus me voir pour développer un projet de jeu de rôle sur un de mes univers, mais j'avais toujours refusé parce que j'avais envie que ce soit bien fait. Et je savais aussi que j'avais pas de temps à y consacrer. Mais Sans Détour, je les connais et je savais que j'allais pouvoir en gros leur donner les clés et qu'ils allaient faire quelque chose de très bien. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Christian Grussy, qui est directeur artistique des éditions Sans Détour, et Philippe Auribeau, qui est le directeur de projet et qui est l'auteur principal sur le jeu, ont vraiment fait un boulot extraordinaire. Je suis ravi que l'univers continue à vivre grâce à toutes les parties qui sont jouées ici ou là, que les joueurs, les meneurs de jeu s'approprient cet univers et en fassent ce qu'ils veulent. C'est vraiment très très bien. Il n'est pas impossible qu'il y ait un jeu de rôle sur le Royaume. Le plus probable, c'est un jeu de rôle sur le Paris des Merveilles. Ça, c'est le plus. Très bien, alors on va passer aux questions du public. Si vous en avez, n'hésitez pas. Hein. Et il se figère d'effroi. Ah, on a une question. Votre processus créatif, comment est-ce que ça se passe? Alors il y a alors c'est Robin Hobb qui dit qu'il y a les architectes et les jardiniers. Voilà, d'une manière plus formelle, il y a ce qu'on appelle les scripturaux et les structuraux. Alors les scripturaux, de script écrire, sont ceux qui écrivent leur histoire au fil de la plume, voilà. Et les structuraux sont ceux qui conçoivent tout, font des plans, des chapitres, des cartes. Évidemment, chacun de ces thématiques est un peu du spectre, et puis il y a toute une déclinaison qui va de l'un à l'autre. Moi, je suis un structural pur et dur. On peut difficilement l'être plus que moi. Je fais un plan très précis, je développe le scénario, je découpe par chapitre, j'ai parfois même déjà des éléments de dialogue, de description, et c'est avec ça que je vais voir mon éditeur et que je lui dis voilà ce que j'ai. Là, on fait un premier travail, en général juste sur l'intrigue. Il peut pointer des faiblesses dans l'intrigue, ou dire voilà, tel événement c'est mieux s'il se passerait là, ou qu'est-ce que tu en penses, à ton avis ce serait-il mieux ou pas, enfin ce genre de choses. Une fois qu'on est à peu près d'accord sur l'intrigue,
je vais m'y tenir, et là je change de métier, j'arrête d'être scénariste et je commence à être romancier. Et là je vais l'écrire, mon texte. C'est une différence que je fais vraiment de manière très très stricte. Je me souviens, c'était Daniel Pénac qui disait, enfin il travaille comme moi, ou je travaille comme lui, et il disait que quand il écrit, il fallait qu'il n'ait plus que ça à faire. S'il avait autre chose à faire que écrire, à savoir imaginer, réfléchir, prévoir la fin, l'envisager, etc., il n'était pas bien. Et pour moi, c'est vraiment pareil. J'ai besoin d'avoir ces deux temps de création qui sont très différents, qui sont donc pour moi deux métiers qui n'ont rien à voir presque l'un avec l'autre, à tel point que je le dis souvent et c'est sincère, je pourrais écrire un scénario et le confier à un autre auteur pour qu'il l'écrive sans que ça me frustre. Et de même, si on me donnait un scénario bien précis, bien détaillé et qui me plaît, je pourrais prendre plaisir à l'écrire. C'est vraiment deux phases différentes. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Dernier mot? D'accord, alors merci beaucoup Pierre Panel d'avoir été avec moi pendant quelques minutes. Et merci au public aussi d'avoir assisté. Je vous souhaite à tous une bonne fin de salon et vous serez en dédicace, n'est-ce pas? J'y retourne. Vous allez y retourner, donc n'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup. Merci à vous.